Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Timon et Pumba ont fait une énorme impression à leur époque. Ils ont si bien marché dans Le Roi Lion que Disney n'a pas hésité à insister sur eux. Pub, promos et produits dérivés en tout genre, importance forcée dans la suite, séries dérivées entièrement consacrées à eux. Dites-moi, quels autres comiques de service secondaire chez Disney ont eu droit à ça ? Et au bout d'un moment, ils ont même reçu leur propre film attitré. Le Roi Lion 3, qui relate l'histoire du Roi Lion 1 du point de vue de nos deux compères, et qui donc devrait s'appeler normalement le Roi Lion 1,5 comme c'était prévu, a été plus ou moins le couronnement de la vague Timon et Pumba avant qu'elle retombe. Ils ont eu une carrière très similaire à celle de Stitch, quand on y pense. Enfin bon, est-ce que c'est un bon ajout sur leur CV? On va voir ça tout de suite. En avant pour le Roi Lion 3, Hakuna Matata. Ça commence par... Y'a quoi au menu? De la morue crue pas fraîche et qui pue comme Pumba. Ouais, ce film vous met bien dans le ton tout de suite. Ça part dans la légère parodie qui crache un peu sur le matériel de base. À plusieurs moments, on tournera en ridicule des passages forts du film. Mais quand ils meurent, ils deviennent de l'herbe. Et nous la mangeons cette herbe. Exact? Pas exactement, nous ne digérons pas l'herbe, elle nous rend malade. Et je comprends aisément que ça en dérange certains. Personnellement, ça ne me gêne pas trop, parce que d'une part, je ne trouve pas que le Roi Lion est intouchable, et d'autre part parce que ça met en place un certain recul. Régulièrement, Timon et Pumba mettront leur film en pause pour commenter dessus en se la jouant spectateur. Ça affiche qu'on essaye plus de se moquer du film avec son public plutôt que contre. Après, c'est pas parce que ça me gêne pas que ça devient forcément ultra marrant, hein. Mais on y reviendra. On va avoir une vision de l'histoire bien connue en parallèle où on découvrira que nos deux compères étaient toujours pas loin quand il se passait quelque chose. Donc la parodie de chant au début aurait plutôt dû être « C'est l'histoire du Redcoin ». Combien de fois j'ai parodié cet air-là, moi ? On sent que ça essaiera quand même de ne pas contredire directement les événements du Roi Lion 1, ce qui est à la fois louable et problématique. J'en reparlerai en fin de vidéo, mais gardez bien en tête que ça n'essaye pas activement de défaire l'histoire du premier film. Cependant, on commence en nous montrant le background de notre suricate préféré. Quand j'étais une jeune mangouste. Pardon, un mangouste. On se trouve au terrier de Timon, dont le clan a son petit hymne officiel qui ne vous sortira plus de la tête durant la prochaine semaine. Seulement, notre héros est un peu le mouton noir de la meute. J'avais jamais vu ça avant. Suite à une conversation avec sa mère poule et son tonton grognon, qui sont un peu trop présents dans ce film à mon goût, on décide d'en faire la sentinelle chargée de guetter les prédateurs parce que c'est soit ça, soit on creuse continuellement à longueur de journée. Y a pas un moment où vous avez assez de galeries les mecs ? Et à peine 30 secondes à son poste, il se met à pousser la chansonnette et ne fait pas gaffe aux hyènes qui passent par là. Le timing tombe mal, vieux. Oh, c'est un téléspectacle! Moi qui croyais que les haricots étaient la seule nourriture musicale. Hein ? C'est musical parce que ça transforme l'arrière-train en instrument avant ? Elle fonce alors dans le tas, en laissant Timon indemne alors qu'il reste sur place. Sympa, merci. Et juste après... Viens ici! Je saisis pas la mise en scène, là. Pourquoi insister comme ça sur le fait que sa mère le tire dans son trou? Ça n'a rien de drôle ni d'inquiétant. Il manquait 5 secondes de film à remplir, je pige pas. Mais le tonton est en mauvaise posture et... Quel pied! On se marre toujours autant, pas vrai? On n'y avait pas si fin que ça, en fait. Alors, je sais que c'est une comédie en premier lieu, mais ça aurait pas été plus fort qu'il meure à ce moment-là pour que ça appuie la place de paria de Timon? Je crois que je dois à tout le monde des excuses. D'accord, j'ai commis une légère erreur, mais lequel d'entre nous ne s'est pas mis à chanter pendant qu'il était de garde? D'ailleurs, vous m'avez pas entendu à ce moment-là?
Le problème, c'est un peu que vous faites pas gaffe aussi. Timon ne se sent donc pas à sa place et ressent le devoir de partir la trouver ailleurs. Personne, non, personne ne m'aime. Bien sûr que si, mon poussin, bien sûr que si. À part toi, maman. Même mon papa a pas voulu m'assumer à la naissance. À cause de ça, je suis le énième héros Disney à avoir une famille monoparentale. Et les gens se demandent pourquoi je suis perturbé. Il part donc vers le soleil couchant en laissant tout derrière, mais il va pas rester cool très longtemps. Ça me lance un peu sur l'humour du film en général, c'est assez coup-ci coup-ça. On a majoritairement soit des situations classiques qui amènent des réactions inhabituelles, évidentes dans leur façon d'être inhabituelles, soit des dialogues assez légers qui ne cherchent pas à aller très loin. C'est assez bizarre à dire pour moi, mais je trouve qu'on n'en fait pas assez des caisses. La mère poule et le tonton grognon en sont des exemples assez frappants, tant leurs personnalités sont comico-basiques sans jamais être vraiment hilarantes. Bon, à part une fois. Il y a quelque chose de différent chez Timon. Tu crois? Il porte une robe! Bref, Timon est paumé. Ça dépend de ce que tu cherches. Comme c'est pratique, le singe omniscient fait son entrée au bon moment. C'est une comédie! Donc si on reconnaît notre facilité scénaristique, c'est plus un problème. Il dit rechercher une vie sans le moindre souci. Tu cherches Hakuna Matata? Ça ne me dit rien, si seulement il existait une chanson surexploitée pour que ces mots soient imprimés dans le crâne de chaque personne vivante. Il lui donne une formule à la con pour trouver ça. Tu dois regarder au-delà de ce que tu vois. Ça pourrait s'appliquer à 95% des dilemmes de personnages existants. Tu n'as toujours pas prouvé que tu es un vrai héros. Mais père, j'ai battu un par un chaque monstre que j'ai eu à affronter. Je suis le personnage le plus célèbre de toute la Grèce. Tu dois regarder au-delà de ce que tu vois. Comment vous pouvez être aussi égoïste? Tout ce qui vous intéresse, c'est de bâtir votre résidence d'été et de la remplir d'objets rien que pour vous. Bah oui, rien que pour moi. Tous les autres sujets du royaume ont percuté. Tu dois regarder au-delà de ce que tu vois. Pendant 2 secondes, j'ai cru que je pouvais faire quelque chose de bien, mais... Ah! J'ai tout... Tu dois regarder au-delà de ce que tu vois. Je pense pouvoir... Tu vois? Hein, papa? Tu dois regarder au-delà de ce que tu vois. Et en langage décodé, qu'est-ce que ça veut dire? Rafiki ira même rapporter leur conversation à sa mère plus tard. Alors, j'ai dit au petit, pour trouver Hakuna Matata, tu dois regarder au-delà. Parce que c'était important qu'elle participe à l'intrigue. T'en sais plus sur la vie de Timon que sur celle de Simba. Et je précise que cette conversation-là est censée se dérouler peu de temps après ceci. Le babouin s'en est vite remis apparemment. En regardant littéralement au-delà de ce qu'il voit, Timon décide de partir en direction de la scène d'intro du Roi Lion, mais pas avant de tomber sur sa future moitié. Tu sais, la première impression est toujours la bonne. Pas vrai tous les trailers de films Pixar? En apprenant que ce phacochère fait fuir tous les animaux qu'il croise, Timon décide de se grouper avec lui et ouais, vous attendez pas à plus de backstory sur Pumba. Il est seul parce qu'il pue, voilà. Le premier film a davantage insisté sur son passé. Non pas que je regrette qu'on ne lui donne pas une histoire aussi poussée que celle de Timon. Hein. Maintenant que l'intro de 22 minutes est passée, on peut commencer à insérer nos deux larrons partout dans le premier film. Ils étaient donc présent lors du porté de Lionceau officiel. Oh, je ne me sens pas très à l'aise dans la foule. Je crois qu'on devrait passer par derrière. Ah, il faut bien que ça sorte à un moment donné. Non, Pumba, pas devant les enfants. Pardon. T'en fais pas, tu vas le trouver ton second souffle. Oh, je sens monter en moi comme un vent de panique. Pas de paix de travers surtout. Je te savais pas aussi pète sec. Oh, regarde, les rhinos font la révérence. On devrait peut-être s'incliner. Bien, dans tout ce qui peut se faire en Black Pay, je trouve que ça s'en sort pas trop mal. Nonobstant le léger crachat sur la portée de la scène initiale, c'était une façon assez efficace d'introduire ce trait de personnage inévitable, et le fait que Timon n'est pas de nez, semble-t-il, et ce sera repris plus tard avec parcimonie et une légère intelligence, notamment avec une réplique de fin de film qui passe nickel chez moi. Le Timon,
Je ne me sens toujours pas très à l'aise dans la foule. Il décide donc de se poser près d'une petite mare dans un coin confortable de la Terre des Lions, qui était inhabitée jusqu'à présent pour une raison X, mais... Hey, un peu moins fort là-haut! Eh ben, je savais pas que les lions grandissaient aussi vite. C'est clairement mis en scène comme le lendemain de leur installation, et pourtant on passe déjà de l'histoire de la vie à je voudrais déjà être roi. Je voudrais déjà être roi. Ah, super! Ils devraient être en train de voir Simba là tout de suite, on est d'accord? Et pourtant ils feront comme si c'était la première fois qu'ils tombaient sur lui à leur rencontre. Je vais bien. Faux raccord! Il se retrouve sous ce cul par quel sort? Bref, à cause d'un incident sans gravité, Timon se dit merde, je veux plus essayer de vivre ici, et il essaye au pif différents endroits pourris juste pour faire référence à des scènes du premier film. Les hyènes attaquent les enfants! C'était la dernière des deux seules répliques de Zazu dans ce film. Wouhou! Ils finissent en allant dans le canyon bien connu au moment fatidique, évidemment. Et si nous courions pour sauver nos vies? C'était toutes de très mauvaises idées. Évidemment, dit comme ça, tout peut avoir l'air négatif. Ah ben il suffisait juste de s'accrocher au dos d'un gnou pour s'en tirer. Pourquoi t'as pas fait ça, Mufasa? Ils sont entraînés dans une chute d'eau disproportionnée, parce que c'est automatiquement drôle comme ça. C'est quoi ce plan? Et le courant les emporte, pile poil à l'endroit paradisiaque où ils seront dans le premier film et que Timon rêvait de trouver. Ça, c'est ce que j'appelle au-delà de ce que tu vois! Ça tombe bien. Personne ne vit là à part les insectes. On a donc tout un montage de nos guélurons qui vivent la belle vie sous fond de karaoké avec une autre petite parodie Disney en prime. Ça c'est pour tous ceux qui pensent qu'ils sont gays. Ceci nous mène au moment clé où ils trouvent leur futur copain lionceau, et une fois de plus la logique temporelle prend cher. On insinue clairement qu'ils ont profité de leur séjour pendant une durée appréciable. Or ça doit pas faire si long que ça vu que Simba vient d'échapper à la cavalcade de gnous comme eux. Ou bien c'était une autre cavalcade de gnous. Vous vivez ici? Ça dépend des jours. Ouais. Techniquement, ça fait qu'un jour ou deux qu'on est là, mais personne n'a réclamé l'endroit, donc S'ensuit mon passage préféré du film, où on montre les différentes tranches de vie de notre trio au fur et à mesure que Simba grandit. C'est surtout montré par touche comique, mais on a aussi quelques moments d'attachement mignons qui affichent bien le lien qui se crée entre Timon et Pumba et ce qui correspond plus ou moins à leur fils adoptif. Ça dépeint correctement l'évolution de la nouvelle psychologie de Simba, et ça aurait grandement gagné à être plus exploré. On aurait pu créer beaucoup plus de scènes autour de cette longue période qui permet bien des choses, contrairement à d'autres. Mais cette relation à trois reste efficacement dépeinte. On voit même Pumba qui leur joue un tour à sa façon. Je crois qu'il est l'heure d'aller me coucher. Depuis le temps que vous vivez ici, c'est la première fois que vous vous baignez à cet endroit, ou qui vous fait ce coup-là. Et lorsqu'on revient au déroulé de l'histoire initiale, ça parvient même à appuyer cet instant du film où ils sont jaloux de Nala qui vient de leur piquer leur ami aux yeux de Timon. Le moment où ils se mettent à chialer en fin de chanson gagne en légitimité. Mais bon, le moment du départ doit bien arriver. Allons-nous-en, Pumba, je crois qu'un orage va éclater. Donc, ce genre d'apparition, c'est visible par tout le monde en fait. Simba est donc parti retrouver sa place de roi, et on rend sa lenteur encore plus flagrante à ce moment-là, avec Timon qui refuse de foncer à son aide tout de suite. Toi aussi, Pumba? Tu veux tout simplement t'en aller et abandonner tout ça? Qu'est-il arrivé aux amis qui ne devaient jamais se séparer? Et malgré le fait qu'il broie du noir et prenne bien son temps pour rejoindre le mouvement, il arrivera quand même 20 secondes après lui. En fait, Simba a dû se paumer et tourner en rond pendant plusieurs heures. Ah les mecs, quel sens de l'orientation, je vous jure. Pendant ce temps, Rafiki est resté un peu plus longtemps dans le coin pour s'occuper de la mangouste bougonne. Parce qu'il n'y a pas plus urgent à faire tout de suite. Et il apprend enfin à voir au-delà de ce qu'il voit comme il faut. Mes amis,
sont partis. Et mon Hakuna Matata est parti avec eux. Vous savez, si on me demandait comme ça ce qui pour moi est le plus fort en signification dans Le Roi Lion, je dirais, assez étonnamment, le passage de la chanson Hakuna Matata. Parce que si au premier abord elle dégage un propos très simplé, elle représente justement la voie de la facilité. Simba fuit ses responsabilités et se trouve une nouvelle devise pour justifier ça. Et ce n'est pas tout à fait une bonne chose. Certes, ce n'est pas pensé avec de mauvaises intentions et ça a permis au lionceau de trouver une raison de continuer de vivre sur le coup, mais le film montre bien que la philosophie « pas de soucis » n'est pas bonne sur le long terme. Il faut parfois se soucier des choses, parce qu'ignorer un problème ne l'arrangera pas. En ça, cette transition du premier film est extrêmement maligne, parce qu'elle fait passer un abandon sur un ton inhabituel, un abandon où on se laisse aller au bien-être facile. Je dois juste penser à mon bonheur du moment, je dois m'inquiéter de rien. C'est typiquement une philosophie de hippie, et l'histoire du Roi Lion appuie bien qu'elle n'est clairement pas bonne à suivre tout le temps. Mais par la suite, cette chanson est devenue si populaire qu'elle en a presque perdu tout son sens fort premier au sein de la franchise. C'est devenu une bête expression pour qualifier un bien-être au sens très général du terme, et ça n'a plus le moindre poids. Hakuna Matata, c'est être heureux, c'est voir la vie du bon côté, c'est être avec ses amis, c'est péter des arcs-en-ciel chaque matin en essayant de passer une bonne journée. Ben non. Mais comme ce film est centré sur Timon et Pumba, il faut que tout se rapporte à Hakuna Matata parce qu'on ne trouve rien d'autre pour caractériser leur accomplissement. Merde, même le deuxième film avait compris que Timon et Pumba ne se résumaient pas qu'à ça. Quand faut y aller, c'est notre devise. Mais j'ai toujours cru que c'était Hakuna Matata. Ah, tu vas arrêter de vivre dans le passé, faut se renouveler mon gros. De toutes les distorsions du film initial là-dedans, c'est vraiment la seule à mériter sincèrement dans cette suite parce que ça montre que vous n'avez pas saisi l'impact réel de ces deux mots. Enfin bref, après sa prise de conscience, Timon part aider à sauver la terre des lions avec Pumba, en étant rejoint par sa mère et son oncle. Bonjour, comment vous avez su qu'ils étaient là? On est des personnages importants, il faut qu'on participe à la fin. Timon décide de se charger des hyènes lui-même parce que les lions ne suffisaient pas en fin de compte. Ils attirent donc la meute sur eux juste avant le combat final entre Simba et Scar. Ce qui n'a aucun sens vu qu'elles sont censées assister au discours de Scar contre elles, ce qui est censé justifier le fait qu'elles le bouffent juste après. Et apparemment, Timon tombe toujours sur Shenzi, Benzaï et Ed. Bravo. Les autres hyènes sortent jamais sans ces trois-là. Il les fait tomber dans un piège et ainsi a le choix, en même temps que Scar, ce qui à nouveau n'est pas très raccord. Ainsi, tout va pour le mieux, on a une scène que j'aurais sincèrement bien aimé voir dans le premier film. Je n'aurais pas pu réussir sans vous, les gars. Et Timon décide de faire aménager toute sa troupe au camp paradis qu'étonnamment aucun prédateur n'arrive à trouver. Ce qui est une gentille dernière intention avant de leur dire bon vent, vu qu'après ça il va continuer à vivre loin d'eux. Bienvenue dans notre nouveau chez nous. Et par notre, je veux dire votre, on a un lionceau femelle à parrainer et un Zoridécap à adopter sur la terre des lions, j'aurais plus trop le temps de venir traîner ici. Et on termine sur une dernière touche ultra méta. C'est qui tout ce monde? Assis devant. C'est peut-être une succursale de Tous en boîte. Le Roi Lion 3 est un film pas trop mal, mais il ne sait pas se décider sur où il va. D'un côté, j'apprécie certains liens et ajouts faits pour compléter le premier film, mais c'est gâché par d'autres liens foireux clairement là pour forcer le gag et la référence. De l'autre côté, j'aime beaucoup certains délires comiques, mais une grande partie de la comédie est trop contenue pour essayer de coller au premier film. Pour faire quelque chose de vraiment réussi, il aurait fallu aller à fond soit d'un côté, soit de l'autre. Vous auriez pu créer une complétion du premier film plus réfléchi et raccord sans forcément faire du lien avec tout. Ou bien vous auriez pu partir dans un délire 100% assumé et démolir la continuité à fond. C'est un peu ce que promet la jaquette. Mais vous vous restreignez trop pour que ce soit vraiment hilarant. Ça, le cul entre deux chaises, ce n'est pas assez réfléchi pour être pris au sérieux.
et pas assez délirant pour être juste vu comme une comédie déjantée, un peu comme ce qu'était la série. Seulement la série avait un budget assez ric-rac et 2 jours pour fignoler un épisode. Imaginez ce qu'on aurait pu faire avec tout le temps et l'argent qu'on a mis dans ce film. Ça aurait pu être énorme, mais à la place on a un sous-Cusco dans le ton qui ne s'assume pas jusqu'au bout. Une expérience sympathique, mais qui aurait pu aller plus loin. En parlant de Timon et Pumba, je n'ai pas grand chose à développer sur cette série. Mais fort heureusement, ce n'est pas la seule que Disney a pondue autour du Roi Lion. À la prochaine, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Et je vais de l'avant en faisant un grand bond. Je suis un bon vivant qui ne veut que du bon. Je me sentirai plus grand en fuyant ce désert, respirant l'air du vent, en me mettant au vert.